tous. Bonsoir au public ici présent à Brest ce soir. Bonsoir également au campus de France Business School, en l'occurrence Amiens, Clermont-Ferrand, Poitiers et Tours, où est retransmise cette conférence en direct. Alors, je suis Béatrice Sommier, enseignante-chercheur en marketing et en sciences humaines, ici à France Business School sur le campus de Brest. Et je vous présente Alléloïa, qui est une étudiante du campus de Brest. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir le démographe et anthropologue des mouvements longs, Emmanuel Todd. Je le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Et je vais passer la parole à Alléloïa pour vous présenter un petit peu son parcours. Bonsoir à tous. Emmanuel Todd, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et docteur en histoire de l'Université de Cambridge. Vous êtes rattaché à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Voilà 40 ans que vous travaillez sur les systèmes familiaux, avec une approche structuraliste, puis diffusionniste. Vos recherches sur les systèmes familiaux vous ont amené à expliquer les trajectoires de modernisation sociale et économique, ainsi que l'émergence des idéologies politiques et religieuses. Vous êtes l'auteur d'un nombre considérable d'ouvrages, dont certains ont été véritablement prédictifs. Citons votre premier livre intitulé « La chute finale », qui prédisait déjà en 1976 la chute du système soviétique. Vous vous êtes intéressé à l'Europe, notamment dans l'invention de l'Europe, où vous démontrez que l'absence de structure familiale commune peut faire de l'Union européenne, je cite, « une jungle plutôt qu'une société ». Vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages sur la France qui vous ont valu bien des invitations dans les médias. Citons « Après la démocratie » ou encore « Le mystère français » avec Hervé Lebras. Tout au long de la journée, sur les différents campus FBS, avec nos enseignants, nous avons dressé une brève histoire de l'être humain, grâce à une approche anthropologique. Nous avons été amenés à lire des extraits d'un livre remarquable, L'origine des systèmes familiaux, d'un certain Emmanuel Todd. Condoléances. 750 pages. Pas des extraits. Alors, nous vous remercions encore pour votre venue. Nous vous remercions également pour la grande qualité de vos recherches, qui montrent, s'il en était besoin, combien il est important d'analyser l'histoire pour qui veut anticiper l'avenir. Et donc nous allons vous écouter avec la plus grande attention, nous qui aspirons à ce que nos étudiants s'interrogent de manière sensée sur le monde en devenir. Je vous laisse la parole, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis de plus en plus effrayé quand on rappelle que ça fait 40 ans que je fais de la recherche et que j'ai écrit des pavés. C'est eu un moment agréable, ça devient... Bon, enfin, la retraite approche. Et je vais essayer de poser, dans le cadre du cycle de réflexion sur le monde, je vais essayer de vous dire ce que mon approche... permet de penser du débat général sur la globalisation. C'est-à-dire que c'est vrai, on est à un moment très, très particulier de l'histoire du monde où on est, je dirais, de par l'évolution des technologies, des communications, forcé un peu plus qu'avant de poser la question de l'histoire humaine dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une langue qui est en train de devenir une langue universelle, qui est l'anglais, qui permet de communiquer partout, de piapiater aimablement avec des amis, certes américains, mais aussi éventuellement scandinaves ou japonais. C'est vrai qu'il y a des choses comme Internet. Le truc pour moi le plus spectaculaire, c'est Skype, qui permet de discuter d'un bout à l'autre de la planète avec qui on veut. Il y a les échanges commerciaux, bien sûr. Il y a la théorie générale du libre-échange, de la globalisation économique, une chose plus étroite, en fait, finalement, que la globalisation culturelle. Et je dirais qu'il y a autour de tout ça, finalement, il me semble qu'il y a l'hypothèse implicite ou l'idée implicite d'une unification du monde et latente l'idée d'une homogénéisation du monde. C'est-à-dire, on a un peu de mal à imaginer que le monde reste très divers,
vu ce niveau d'échange instantané, facile, avec langue commune. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, honnêtement, si on s'intéresse à la théorie du commerce international, je veux dire, cette idée, déjà, si on ne s'intéresse qu'à l'économie, cette idée d'une unification du monde, d'une homogénéisation du monde, unification, oui, pour la théorie du commerce international, mais si on la lit correctement, l'idée d'homogénéisation n'est pas du tout évidente, puisque la théorie du commerce international, du libre-échange, c'est une théorie de la spécialisation de chacune des nations dans ce pourquoi elle est le plus apte. Donc en fait, il y a déjà un biais, je dirais, dans la théorie économique, quelque chose qui pourrait suggérer que l'homogénéité de la planète, malgré le rétrécissement de sa taille, n'est pas notre destin. Donc je vais aller beaucoup plus loin avec les systèmes familiaux et la permanence des cultures ancrées dans des territoires, mais je dirais que le ver est dans le fruit dans la théorie économique elle-même. Alors, avant d'en venir au phénomène de résistance ou même de réaffirmation des différences culturelles dans le monde, de résistance à l'homogénéité, je vais d'abord montrer que je suis sur un exemple très précis et très important, montrer que je ne suis pas un arriéré de la différence et que je suis capable de voir des phénomènes de convergence importants et massifs. Et même pas simplement dans le domaine des niveaux de vie économiques. Je veux dire, il y a, pour moi, l'axe central, je dirais, de l'histoire, c'est pas tellement la croissance économique, c'est pas simplement le décollage technologique, c'est l'élévation du niveau éducatif sur la planète. C'est-à-dire que, bon, quand on voit François Hollande à la télévision, nous expliquant les succès de la politique extérieure de la France en Syrie, essayer de nous justifier l'alliance de la France avec les groupes reliés à Al-Qaïda, on pourrait avoir le sentiment que l'histoire est un peu erratique quand même, qu'elle réserve des surprises et que les types qui sont aux commandes ne sont aux commandes de rien du tout. Mais si on prend quelques variables culturelles simples, on peut décrire une histoire humaine. C'est-à-dire que alors, bon, je vous passe sur la sortie d'Afrique il y a 100 000 ans, l'invention de l'agriculture il y a 10 000 ou quelques, ou un peu plus au Moyen-Orient. On peut commencer avec l'invention de l'écriture en 3300 avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, comme on disait autrefois, en Mésopotamie, 3000 en Égypte. Il y a eu une invention séparée en Chine vers 1400 sans doute, et puis le système maya était, semble-t-il, quand même de vrais systèmes d'écriture. Et à partir de ce point zéro, je veux dire, il y a une avancée de l'alphabétisation, de la capacité à lire et écrire. En Mésopotamie, il y a des reculs, la même chose en Grèce, la même chose à Rome, mais à partir du XVIe siècle, en Europe, à partir de la réforme protestante, vous pouvez décrire de façon extrêmement simple l'histoire du monde comme une progression du niveau éducatif et en particulier du taux d'alphabétisation. C'est-à-dire la réforme protestante est un moment tout à fait capital puisque les protestants, Luther le premier, avait exigé que les fidèles aient un accès direct à Dieu via la capacité à lire un certain nombre de textes saints, mais ça a provoqué dans un premier temps, dès le XVIIIe siècle, une alphabétisation des pays les plus au nord de l'Europe. Et puis vous voyez au XXe siècle, l'ensemble, vers 1900, l'ensemble de l'Europe qui, à la veille de la guerre de 14, atteint dans ces jeunes générations une capacité très élevée ou universelle de lire et d'écrire. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez se répandre sur l'ensemble de la planète la capacité de lire et d'écrire. C'est-à-dire que, bon, actuellement, on vous vend le décollage de la Chine, le début de décollage de l'Inde et l'amélioration récente de la situation en Afrique. On vous vend ça comme les résultats de l'économie et du libre-échange. La réalité, c'est que c'était prévisible. Je m'étais permis de le faire dans les années 80, d'ailleurs, quand j'étais jeune, simplement comme conséquence de l'alphabétisation universelle qui était en marche. Je veux dire, le taux d'alphabétisation de toute l'Asie était en élévation rapide. Et en principe, c'est
je veux dire, si on ne gère pas trop mal une économie, c'est-à-dire si on ne la soviétise pas, ou si Mao Tse-tung est mis à la casse, et si les gens savent lire et écrire, ça se développe. C'est pas compliqué, les gens sont intelligents. Et s'ils savent lire des manuels, réfléchir avec 2-3 signes écrits, je veux dire, le décollage économique se produit. Et donc là, vous observez, si vous observez le mouvement d'invention de l'écriture, puis d'alphabétisation, en 2030, tous les jeunes de la planète sont alphabétisés. Vous avez effectivement dans un premier temps l'invention de l'écriture et le décollage de certaines régions produit de l'hétérogénéité. Je dirais qu'il y a une hétérogénéité dramatique qui s'est produite vers 1900 ou dans la fin du 19e siècle, quand les Européens savaient lire et écrire et avaient toute la technologie qui allait avec, et ont pu s'emparer du monde. Donc il y a eu une hétérogénéité qui a créé un déséquilibre des forces. Et puis ensuite, quand les choses continuent de se répandre sur ce plan, dans cette acquisition intelligente et rationnelle, je dirais, d'une technique intellectuelle universelle, vous allez vers une nouvelle homogénéité. Alors je dirais que les problèmes éducatifs de l'Occident, et même sans doute du Japon dans une certaine mesure, nous assurent que là, on est dans une vraie marche à l'égalisation dans la planète. C'est-à-dire que les pays occidentaux, les Américains d'abord, puis les Européens et les Japonais ensuite, sont allés bien au-delà de l'alphabétisation universelle au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, dès les années 20. Vous avez développé des éducations secondaires et supérieures. Mais dans la phase récente et depuis... je dirais depuis le milieu des années 60 aux États-Unis et depuis le milieu des années 90 en France, avec des dates pour tous les pays que je ne donne pas, je veux dire, le monde le plus avancé est entré en stagnation éducative. Et je veux dire, dans un pays comme la France, la proportion de jeunes de vos générations, finalement, qui atteignent le niveau des études supérieures est bloquée à un niveau très élevé, 35-40%, selon, je veux dire, le type de niveau qu'on prend, mais il y a une stagnation. Et donc, si vous prenez les choses sur le plan éducatif, les déséquilibres antérieurs sont en train de se résorber et la planète est effectivement en cours d'homogénéisation. Dans cette dimension-là, bon, c'est un peu, je ne peux pas dire que la stagnation éducative du monde développé me réjouisse, puisque c'est le monde dans lequel je vis, et que ça pose des problèmes spécifiques de pessimisme, peut-être même de certains phénomènes de régression. Mais je veux dire, en ce qui concerne la planète, ça produit de l'homogénéité. Et bien entendu, c'est cette homogénéité éducative qui est derrière, ou qui est sous-jacente à l'unification économique du monde et au phénomène de concurrence. Encore une fois, je le redis, l'émergence des émergents, c'est certes un certain type de flux d'investissement, c'est un certain type de commerce, mais tout ceci n'aurait pas pu exister sans le décollage éducatif de pays comme le Brésil, la Chine, l'Inde et autres. Donc là, il n'y a pas de problème, l'homogénéisation du monde existe et la mondialisation, dans cette dimension, je dirais, pourrait être décrite comme une réalité absolue. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que cette homogénéisation éducative, le fait que tout le monde sache lire et écrire, et que les gens qui ont fait des études supérieures, vraisemblablement, finiront tous par arriver à se débrouiller en anglais, unification, je le souhaite pour eux en tout cas, est-ce que ça veut dire que la planète est en train de devenir plus homogène? Est-ce que les pays du monde se ressemblent de plus en plus dans leur façon d'être, dans leur mode de vie, dans leur conception politique, dans toutes sortes de choses qui nous éloignent de la rationalité pratique? Lire et écrire, c'est la rationalité pratique, c'est apprendre à faire des trucs, c'est efficace, c'est important pour tout le monde, ça peut servir à tout le monde. Maintenant, les choses qui sont le statut de la femme, faire des enfants, pas faire des enfants, aller voir des expositions, continuer de se passionner par la technologie, on est dans un domaine où l'option, le choix culturel peut rester quelque chose d'important. Alors, je vais commencer peut-être par revenir en arrière. Il y a eu une première globalisation, que vous avez peut-être eu l'occasion, que vous aurez l'occasion d'étudier, qui pour beaucoup maintenant semble avoir préfiguré la globalisation actuelle,
qui est celle d'avant la guerre de 14. Avant la guerre de 14, c'est à l'époque où les Européens contrôlaient le monde, les échanges internationaux étaient arrivés à un très haut niveau, la liberté de circulation du capital était quasi absolue, comme maintenant, peut-être plus que maintenant, dans une certaine mesure. Et les gens mais c'était les résultats de l'idéologie des Lumières, de la philosophie des Lumières depuis le XVIIIe siècle, les gens vivaient avec l'idée d'un monde de plus en plus homogène aussi. Alors c'est vrai qu'il y avait le déchaînement des nationalismes à la guerre de 14, mais il y avait quand même, depuis le XVIIIe siècle, avec la montée du niveau éducatif, l'idée que l'Europe s'unifiait et que le monde était de plus en plus homogène. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite en Europe? Qu'est-ce qu'on a vu entre la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale? On a vu une explosion de cette homogénéité. On a vu la Russie faire une révolution communiste. On a vu l'Allemagne sombrer dans le nazisme, une doctrine comme on n'en avait jamais vu, et qui était de fait le contraire de ce qui s'était affirmé au XVIIIe et XIXe siècle en Angleterre et en France. En Angleterre, du XVIIe au XVIIIe siècle, triomphe le libéralisme politique, une tradition, je dirais, de représentation, d'abord assez élitiste, puis qui s'élargit, monarchie constitutionnelle. Et puis en France, Révolution française, on voit émerger les idéaux de liberté et d'égalité. C'est un peu comme une version radicalisée du libéralisme anglais, posant quelques problèmes de compatibilité entre les idées de liberté et d'égalité, selon certains. Mais finalement, ça se stabilise dans cette aimable démocratie libérale que fut la Troisième République, avec quelques chaos. Et il faut bien voir que l'Europe, je veux dire, au lendemain de la guerre de 14, cette Europe issue des Lumières et qui se croyait en phase de convergence, se découvre politiquement, idéologiquement, avec l'émergence, je dirais, du communisme russe ou du totalitarisme de type nazi. Je n'ai pas mentionné le fascisme italien, mais ça serait autre chose, se découvre tout d'un coup en divergence maximale. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, vous avez toutes sortes d'interprétations historiques. Alors, généralement, les historiens sont très embêtés parce qu'en France, il y a une sorte de préjugé. On a ce mythe extrêmement sympathique de l'homme universel. Les hommes sont les mêmes partout. C'est vrai. Je veux dire, pour moi, les hommes sont les mêmes partout. Il n'y a pas de problème. Je suis un bon petit Français. Mais est-ce que les systèmes sociaux, est-ce que les structures anthropologiques, la façon dont les modes de vie sont organisés, est-ce qu'ils sont les mêmes partout? Alors, la culture française déteste ça. Les Anglais, ça les gêne moins de penser qu'au-delà du Détroit, au-delà du Pas-de-Calais, c'est autre chose. Hein. Déjà, même au Pays de Galles, on ne sait pas trop. Donc c'est pas... Mais les Français... Or, il faut quand même... C'est quelque chose qu'il faut affronter une première fois. Alors moi, j'avais trouvé dans des recherches une sorte de clé d'interprétation tellement efficace qu'elle m'a valu beaucoup de problèmes. En fait, j'avais commencé parce que l'une des choses que l'histoire et les sciences sociales ont fini par détester, c'est les explications simples qui marchent. Oui, donc moi, quand je suis rentré dans la carrière de chercheur, l'une des grandes questions qui existait, c'est pourquoi le communisme? Pourquoi l'émergence du communisme? Alors, pas la classe ouvrière, etc. Et en fait, je m'étais aperçu simplement la carte du communisme achevée, c'est-à-dire... au milieu à l'époque où je travaillais, ou ce que j'avais vécu étant jeune, vers le milieu des années 70, le communisme achevé, c'était la Russie, la Chine, une bonne partie de la Yougoslavie, une partie de la Finlande, l'Italie centrale, la bordure nord-ouest du Massif central. Il reste quelques électeurs communistes. Une petite poche en Bretagne intérieure, dans la partie orientale du Finistère et la partie occidentale des Côtes d'Armor. Vote communiste rural important. Et résiduel, on le voit encore sur les cartes qui restent du communisme, une petite tache rouge, rose. Voilà. Je veux dire, toutes ces régions-là avaient quelque chose en commun, qui était une structure familiale paysanne particulière, que j'appelle communautaire.
Je simplifie, et je laisse de côté là, les cas bretons et du nord-ouest du Massif central, qui sont un peu différents. Mais en ce qui concerne la Russie, l'Italie centrale, la Serbie et la Chine, c'était des vastes... Quand on prenait les paysans du 19e siècle dans ces pays, on trouvait de vastes associations du père et ses fils mariés, avec des règles de transmission, des valeurs d'autorité très fortes dans la famille, d'égalité très forte entre frères dans... je dirais, dans la transmission des héritages. Et donc, on trouvait, au cœur de la famille paysanne, désintégrée par la modernisation ensuite, on trouvait les valeurs d'autorité et d'égalité qui sont au cœur du communisme, en fait. Et puis, alors ensuite, ça, j'avais la clé, puis ensuite, j'étais complètement excité. Je suis allé à la bibliothèque du Musée de l'Homme, j'inventoriais tous les systèmes familiaux du monde. Et donc, je prenais l'Allemagne et le Japon, qui se ressemblent tellement en termes d'efficacité industrielle, de conception ethnocentrique, de refus de l'idée de l'homme universel. On a vu ça pendant le nazisme en Allemagne. Bon, les Japonais, ils ont une phrase militariste, mais les Japonais n'ont aucun doute sur le fait qu'ils sont japonais. Vous voyez, un Français peut se demander s'il est français, s'il ne serait pas une incarnation locale, accidentale de l'homme universel, mais bon, un Anglais ne tomberait pas dans cette erreur, déjà. Mais un Japonais, ça paraît tout à fait exclu, en fait. Et là, au miracle, on trouvait effectivement au Japon, en Allemagne, un autre type de structure familiale, le même. Je veux dire, ce qu'on appelle la famille souche, c'est-à-dire un système d'héritage avec un seul héritier, l'aîné des garçons en général, qui définit des valeurs autoritaires et puis inégalitaires fondamentales. Donc ça permettait de ramener les conceptions inégalitaires de l'humanité qui ont prédominé d'une façon très violente en Allemagne et un petit peu moins au Japon à une certaine époque, à une structure familiale fondamentale. Et bien entendu, chez les deux peuples, je dirais libéraux dans le cas des Anglais, libéraux égalitaires dans le cas des Français, en tout cas ceux du bassin parisien, vous alliez trouver au XVIIIe siècle une structure familiale extrêmement simple, papa, maman, les enfants, comme maintenant, en théorie, individualiste et égalitaire en plus. Et bien entendu, une fois qu'on avait cette clé, on se rend compte que les Anglais, ils sont libéraux parce que, au niveau politique, parce qu'ils sont libéraux dans la famille. Et c'est un libéralisme qui ne pose pas de problème, parce que comme les enfants ne sont pas égaux, il ne viendrait pas à l'idée des Anglais de penser qu'ils sont égaux. Et c'est beaucoup plus facile de gouverner un peuple où les gens n'exigent pas de se sentir égaux. Voilà. Hein. Les Français sont un peuple difficile à gouverner parce qu'ils se pensent égaux quand même. Ils le sont. Les hommes sont égaux. Mais il y a l'incarnation dans la vie sociale. Donc, ce genre, cette clé d'interprétation des structures familiales paysannes traditionnelles, en fait, permet tout à fait de comprendre la fantastique divergence des Européens eux-mêmes en période de modernisation. Une fois que vous avez cette clé, vous comprenez pourquoi les Anglais, les Français, les Allemands, les Russes, et puis tous les autres aussi, ne se sont pas comportés de la même façon, n'ont pas eu les mêmes aspirations politiques, les mêmes aspirations dans la vie sociale. Les systèmes libéraux individualistes sont assez féministes en plus, puisqu'il n'y a que le couple en fait, et donc le rapport homme-femme est central. Donc les Anglais, les Français étaient beaucoup plus féministes en fait que les Allemands. Le statut de la femme allemande était plus bas dans la paysannerie, le statut de la femme russe aussi. Vous voyez ? Donc on a une première explication. Donc la question, alors moi j'ai fait des cartes du monde, on est en temps limité, et il me reste combien de temps là ? Voilà. Et donc on fait une carte du monde, j'ai fait une carte du monde, et qui pour moi est une clé d'entrée incroyablement efficace sur ce qu'est le monde, si vous voulez. Comment je pourrais justifier ça rapidement et sans avoir l'air de me vanter ? Si, je vais me vanter. En fait, souvent, je fais des prédictions qui marchent. Pas toujours. Je veux dire, mes enfants tiennent la liste de mes prédictions foireuses non publiées avec l'instinct. Mais quand même. Et une raison qui fait ça, c'est que mon modèle interprétatif fonctionne à peu près. Donc, la dimension je dirais, de la modernisation universelle par l'alphabétisation est une clé très importante. Ça existe, ça n'est pas du tout secondaire pour moi.
Une fois que vous avez cette clé de l'alphabétisation qui définit des seuils de développement, vous pouvez prédire énormément de choses. C'est-à-dire, par exemple, il y a une loi, quasi-loi, qui a été d'ailleurs identifiée la première fois par un extraordinaire historien anglais, il me paraît de plus en plus extraordinaire avec l'âge, qui s'appelait Lawrence Stone. C'est que quand une population approche de 50% d'hommes alphabétisés, 50% d'hommes qui savent lire et écrire, ben, ils sont capables de lire des textes, éventuellement des textes politiques ou des tracts simples, et vous constatez tendanciellement l'apparition de phénomènes révolutionnaires. Alors lui, sa loi, il l'avait définie à partir des exemples anglais, français et russes. Hein, donc ça marchait très très bien. Et puis ben, ensuite, on a vu que ça marchait pour le cas chinois. Et pour moi, c'est l'existence ou cette loi de Stone qui m'avait permis finalement de prédire, avec mon copain Youssef Courbage, avec qui j'avais fait ce livre sur la démographie du monde musulman, que le monde arabe allait se mettre en mouvement politiquement. Puisque, bien entendu, les populations arabes qui ont fait les printemps arabes avaient atteint des niveaux d'alphabétisation très élevés. Alors ça s'est passé un peu plus tard, il y a eu des phénomènes de retardement, mais une fois qu'on avait cette variable, je veux dire, c'était évident que quelque chose, je dirais, allait se produire. Alors, ce que donne, je dirais, non, je vais faire un développement sur la démographie quand même. Je suis un petit peu plus avancé dans cette direction-là, que je n'ai pas mentionné car j'en aurais besoin comme démonstration de non-convergence finale. Je veux dire, l'un des effets absolument classiques du développement éducatif, c'est ces processus révolutionnaires, je veux dire, de déstabilisation des populations par l'alphabétisation. Une autre chose très bien étudiée par les démographes, c'est le rapport extrêmement étroit qui existe entre l'alphabétisation, pas seulement l'alphabétisation des femmes, mais l'alphabétisation et la baisse de la fécondité. C'est une autre dimension de la rationalisation des conduites humaines. Donc en fait, je ne sais pas si vous êtes familier des coefficients de corrélation. Le coefficient de corrélation, c'est un indicateur statistique qui va varier entre 0 et 1, plus ou moins d'ailleurs. Et en démographie, l'une des corrélations les plus élevées qui existent, c'est celle qui associe le taux d'alphabétisation des femmes et le niveau de fécondité dans une certaine phase de transition. Alors, ce que ne dit pas cette corrélation, c'est que comme les hommes s'alphabétisent quasiment toujours avant les femmes, si le taux d'alphabétisation des femmes est élevé, celui des hommes l'est aussi. Et donc, la contribution éducative des hommes à la baisse de la fécondité est sous-estimée par les indicateurs statistiques. Elle est généralement mal perçue. En fait, ce sont des couples alphabétisés qui contrôlent leur descendance. Ce ne sont pas des femmes alphabétisées toutes seules. Je tenais quand même à maintenir dans notre période d'émancipation féminine sur la contribution masculine au contrôle de la fécondité. Donc vous avez, je veux dire, encore une fois, vous avez, je veux dire, c'est une espèce de loi très simple, et je veux dire, ces lois très simples rythment la période récente et expliquent pourquoi ce qui paraissait extrêmement difficile ou improbable quand j'étais étudiant, quand j'étais à Sciences Po justement, à l'époque on vivait dans la terreur des fécondités super élevées du tiers-monde, de l'explosion de la population, et tout n'était qu'interprétation des difficultés et des cercles vicieux qui allaient empêcher la baisse de la fécondité. Vraiment, les gens ont développé une quantité d'énergie phénoménale pour expliquer pourquoi l'explosion de population allait continuer. Et puis ensuite, évidemment, la loi de l'intelligence humaine et de l'éducation a joué. Et dès que les hommes, les femmes ont su lire et écrire, la fécondité baisse, plus ou moins vite, avec plus ou moins de phénomènes de freinage, mais partout. Et maintenant, l'Afrique, elle est au bord, elle commence à entrer en transition démographique. Et depuis la guerre, d'ailleurs, toutes les prédictions de l'ONU sur la croissance de la population mondiale, comme elles partaient d'a priori pessimistes, etc., elles ont toutes été fausses. Toutes les projections étaient fausses et tout a été plus vite que prévu. Donc, encore une fois, là, on revient
dans quelque chose d'universel et d'homogénéisation. Et si vous regardez une carte de la fécondité sur la planète actuellement, vous ne verrez plus l'Europe. C'est-à-dire vous ne verrez plus, vous ne pourrez plus distinguer un monde développé d'un monde sous-développé. Vous aurez une zone, je veux dire, à part la surfécondité de l'Afrique et quelques poches dans le monde arabe, vous ne pourrez plus voir. Je veux dire, un pays comme l'Iran a une fécondité de 1,9 qui est maintenant inférieure à celle de la France. Là vraiment, on a une impression d'homogénéisation tout à fait spectaculaire. Alors la question, c'est, et le reste, les systèmes familiaux, je veux dire, cette espèce de diversité qui avait explosé à la figure des Européens au moment de la transition, parce que les valeurs étaient différentes. Ben, ça, moi, je pense qu'on n'en sortira pas. Donc, vous faites si vous avez le temps de vous intéresser à l'anthropologie, je crois que vous en avez parlé un peu ce matin, si j'ai bien compris, je veux dire, il faut savoir à quel point c'est important et à quel point c'est une clé d'entrée extraordinaire dans les mentalités, je dirais, d'une société donnée. Je vais donner d'autres exemples. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la diversité européenne. Donc, j'ai opposé français, anglais, modérément, allemand plus brutalement, russe aussi. Alors, bien entendu, ça permet de créer cette analyse en termes de structure familiale permet de créer des ponts inattendus, puisque j'ai bien dit tout à l'heure que le Japon ressemblait beaucoup à l'Allemagne. Donc c'est assez unificateur, c'est une chose qu'on ne voit pas, en fait. C'est que l'analyse par les structures familiales est totalement aveugle, je dirais, aux répartitions traditionnelles. Aveugle à la couleur de la peau, à la notion de race. Les gens de famille souche, avec ces systèmes d'héritage inégalitaire, je vous en trouve de toutes les couleurs, sans problème. Donc nous avons les Allemands, on peut faire encore un peu plus blond avec les Suédois, on peut faire plus jaune, comme on disait autrefois, comme on ne dit plus tellement, avec les Japonais, mais si vous voulez, le Rwanda a des structures familiales souches absolument impeccables, qui peuvent d'ailleurs contribuer à expliquer l'explosion génocidaire et l'obsession du racisme intercaste, qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé dans cet autre pays de famille souche qu'était l'Allemagne. Alors, il y a aussi des régions du monde qui ont des systèmes tout à fait inconnus en Europe. Vous prenez l'Inde du Sud. Vous prenez l'Inde. Bon, l'Inde du Nord a des systèmes communautaires avec statut de la femme très bas, qui n'ont pas produit de communisme, puisqu'ils sont alphabétisés à une époque où le communisme était déjà moribond. Mais une région comme l'Inde du Sud, qui est la partie la plus dynamique de l'Inde, bon, c'est là que vous allez trouver, c'est à Bangalore, en Inde du Sud, à Bangalore, que vous allez trouver toute l'informatique indienne et tous les jeunes informaticiens indiens qui font baisser les taux de salaire des jeunes informaticiens français, en fait, grâce à l'interconnexion. Vous allez trouver là-bas des choses tout à fait étonnantes. Donc vous allez trouver un système familial, en théorie centré sur les hommes, en théorie communautaire un petit peu, comme le système russe ou chinois, mais où vous n'avez pas, comme en Europe, un interdit sur les mariages entre cousins, mais vous avez au contraire une préférence pour le mariage entre certains types de cousins, entre les enfants d'un frère et d'une sœur. Donc si vous vous placez au niveau des structures familiales, le système qui explique le système des castes, la fermeture de groupes sur eux-mêmes, système des castes qui est fort bien adapté à la globalisation, puisque c'est un système qui accepte l'inégalité. Vous voyez, j'évoque simplement ces systèmes pour montrer qu'on peut comprendre beaucoup de choses à partir des systèmes familiaux. Si vous prenez le monde arabe, comment dire, vous êtes un président américain stupide, George Bush. Obama est clairement fort intelligent, mais George Bush était absolument stupide. Donc vous prenez la décision d'envahir l'Irak et vous dites nous allons faire comme en Irak, nous allons faire en Irak ce que nous avons fait en Allemagne et au Japon au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
nous allons établir une autorité militaire et nous allons installer une démocratie, imposer à des populations obéissantes et respectueuses une démocratie. Voilà. Vous êtes ignorant, vous ne savez pas que les Allemands et les Japonais ont une certaine capacité d'adaptation à l'autorité, même étrangère, en situation d'occupation, car la famille souche, allemande ou japonaise, je veux dire, est comme un apprentissage, je veux dire, du respect de l'autorité. Vous arrivez dans un pays arabe, vous avez quoi comme système familial? Vous n'avez pas la famille souche, parole de scout. Vous avez un système patrilinéaire, c'est-à-dire c'est un peu la gueule des systèmes familiaux chinois et russes de l'extérieur, c'est-à-dire le père, ses fils mariés, mais en plus, vous avez une préférence pour le mariage entre les enfants de deux frères. Et s'il n'y a pas la bonne cousine, entre cousins du premier degré ou de deuxième degré en général, avec des taux de mariage entre cousins qui peuvent monter à 35% en pays arabe. Vous voyez? Donc en fait, la vérité, et ce que ça donne en termes de valeur, c'est que les systèmes familiaux sont extraordinairement cohérents, fermés sur eux-mêmes, que la relation entre les frères est fondamentale, que l'État a énormément de mal à s'imposer, et si vous êtes dans des sociétés de type fraternaliste, nous en avons en Corse quand même, qui ne sont pas exactement pareils, mais qui présentent certaines ressemblances. Je veux dire, l'acceptation de l'autorité imposée va être beaucoup plus difficile. Et donc, voilà, vous êtes l'armée américaine, vous prenez le contrôle d'un pays structuré comme ça, vous n'obtenez pas les effets de haute surprise. Honnêtement, pour s'en douter, ce n'était pas la peine d'être un grand anthropologue, ou un petit même comme moi, spécialiste de la structure familiale. Un type ayant un minimum de bon sens se serait rendu compte, je dirais, de ce que l'imposition d'un ordre de type allemand ou japonais n'allait pas passer en Irak. Mais quand même, si vous avez la clé d'interprétation par les structures familiales et parce que les structures familiales font en termes d'inculcation de l'autorité, je veux dire, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose pour ne pas faire de bêtises. Donc le monde a cette diversité. Alors la question qui est posée, je vais élaborer là-dessus et conclure sur ce genre de choses, c'est qu'est-ce qui se passe pour ces systèmes familiaux dans la phase de modernisation. Vous voyez, un a priori, l'un des a priori, c'est que ces systèmes... Plutôt, je n'avais aucun a priori. Et autant j'étais capable de dire que les systèmes familiaux, le système familial russe, très collectiviste, expliquaient l'émergence du communisme au moment où il se désintégrait. La désintégration du système familial allemand expliquait l'émergence du nazisme. Le fait que les systèmes familiaux français, anglais aient été nucléaires, individualistes au départ, permet de comprendre pourquoi là, je veux dire, le développement du capitalisme et de l'individualisme économique n'a pas posé autant de problèmes. Mais au-delà, ce que vous constatez partout, c'est quand même une nucléarisation de la famille. L'une des choses que nous dit l'analyse des recensements à travers l'ensemble du monde, c'est que les grandes familles paysannes du passé sont en cours de disparition. En milieu urbain, vous n'allez trouver nulle part. Je veux dire, les Allemands ne vivent pas dans des ménages à trois générations à Düsseldorf. Vous avez ma parole. Mais des phénomènes analogues se produisent partout dans le monde. En Chine, autre région de grandes familles, assez proche des structures russes, généralement, je veux dire, dans les villes chinoises, qui constituent une partie de plus en plus importante de la population, la famille se nucléarise. Les grandes familles disparaissent. Vous voyez ? En Russie, vous n'avez plus cette grande famille. Donc, on pourrait se dire, mais a priori, ce qui est en train d'émerger partout, ce qui est en train de se développer partout dans le monde, c'est un alignement de fait, en pratique, dans le temps, des structures familiales, des régions qui étaient si différentes, si complexes, sur les modèles conjugaux nucléaires de la France et de l'Angleterre ou des États-Unis, par exemple. J'ai lu récemment un livre très émouvant, que j'aurais dû lire il y a 40 ans d'ailleurs. Même quand on est spécialiste d'une discipline, on peut oublier de lire des livres. Donc il y a un livre que je connaissais, c'est un livre d'un sociologue américain qui s'appelait, je ne sais pas s'il est toujours vivant d'ailleurs, William Good. C'est un livre qui s'appelle World Revolution and Family Patterns. Donc c'est Révolution mondiale et modèles familiaux, etc. Écrit en 1963.
dans lequel il prend 4 grandes régions culturelles dans le monde occidental. Alors il essaye de fourguer l'Allemagne dans le modèle occidental, il rame un peu sur la famille patriarcale allemande, qui était encore un lieu commun à son époque. Et puis il y a le monde arabe, il y a l'Inde, la Chine, le Japon, l'Afrique. Et partout, c'est une étude extraordinaire, vraiment très intelligente, très bien faite, où il se plaint de l'insuffisance des données. Et partout, il décèle une tendance à l'émergence du couple conjugal. Partout, dans la ville de New Delhi ou de Bangalore ou dans des villes africaines, partout, il voit la désintégration de ce système et il est dans un modèle typiquement d'homogénéisation du monde. Alors là, au niveau même des structures familiales. Et bien entendu, si le monde est homogénéisé au niveau des structures familiales, mes déterminations, si la famille est la même partout, et si je suis fidèle à mes conceptions, la vie sera la même partout, dans le domaine de l'affect, de l'irrationnel, dans tout ce qui n'est pas l'économie ou la rationalité, etc. Alors, si on regarde des indicateurs objectifs, c'est vrai, et d'une certaine manière, la baisse des taux de fécondité, qui a tout à fait un rapport avec l'émergence du couple, vérifierait ça. À l'époque de Gould, la fécondité n'avait pas baissé. Donc, et d'ailleurs, il est assez mauvais en démographie pure. Et donc, on pourrait se dire, oui, c'est ça, c'est fini. Je veux dire, les pays sont devenus les mêmes. La réduction des structures familiales s'est faite sur un modèle unique, qui est la famille conjugale. Et ça va bien avec notre idée de la famille conjugale, c'est aussi l'émancipation de la femme, hein, comme je dis. Si vous êtes dans toutes ces grandes familles patrilinéaires, les femmes sont opprimées, contrôlées par leur mari, leur beau-père, leur belle-mère. Ça correspond à des systèmes où le statut de la femme est assez bas. Donc on pouvait faire cette hypothèse. Et je veux dire, les choses sont compliquées car ça n'est pas faux. C'est-à-dire que ce phénomène a existé, il existe. On peut décrire des phénomènes d'émergence du couple conjugal, mais est-ce que ça prouve, est-ce que ça nous permet d'affirmer que le monde est en convergence? Alors, les économistes ou les gens de, je ne sais pas, de l'OCDE voudront dire oui, etc. Mais là, je vais dire quelque chose de très banal pour les démographes et qui n'est pas mon opinion. En vérité, c'est important parce que sur les structures familiales et le rapport à l'idéologie, c'est mon avis, c'est mon opinion, je la partage, mais ça serait une grande malhonnêteté de dire que c'est une vérité scientifique admise par toute l'université française ou autre. C'est très contesté, c'est pour l'essentiel pas accepté d'ailleurs. Là, ce que je vais dire, c'est du lieu commun de démographes. C'est-à-dire, les démographes ne voient pas de convergence. C'est vrai, à un niveau, je dirais, planétaire, on peut penser convergence. C'est-à-dire, si on voit que, comme je disais tout à l'heure, l'Iran a un indicateur de fécondité de 1,9 ou 1,8 enfants par femme qui est devenu plus bas que celui de la France, si la Chine est à 1,5, le Japon à 1,4, les États-Unis à 2, l'Angleterre peut-être à 1,9 actuellement. Effectivement, comme la différence entre pays développés et sous-développés ou émergents, non émergents a disparu, il y a quelque chose qui relève de l'homogénéisation. Mais si vous prenez simplement ce qu'on pourrait définir comme un échantillon de pointe sur la planète, c'est-à-dire les pays qui ont fait leur transition démographique il y a longtemps, ou les premiers, c'est-à-dire les Occidentaux et les Japonais, ce que vous observerez parmi les leaders n'est pas du tout une convergence. C'est-à-dire vous allez effectivement avoir les Américains qui sont autour de 2, les Français aussi, les Anglais pas loin, les Scandinaves, les Belges et les Néerlandais sont pas loin. Là, vous allez trouver ces fécondités en fait assez équilibrées parce que sans être un nataliste fou, personnellement, je considère que c'est plutôt un bon plan qu'une population arrive à se reproduire. Hein, en tout cas, si on est historien, il vaut mieux qu'il y ait une population qui subsiste si on veut garder un métier. Parce que, voilà. Mais si vous prenez les pays, je veux dire, vous allez du Portugal jusqu'au Japon, à travers l'Espagne, le sud-ouest de la France d'ailleurs,
l'Italie, l'Allemagne, toute l'Europe centrale, la Russie, etc., la Chine, le Japon, vous allez trouver des zones de très basse fécondité. Il va y avoir des différences, mais vous allez être quelque part entre 1,3 et 1,5. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que si vous répartissez les pays, si vous faites un histogramme des pays en telle ou telle fécondité, vous aurez un truc qui a une allure un peu bimonale. C'est-à-dire vous aurez des pays qui sont autour de 2, l'Europe du Nord-Ouest et les Anglo-Saxons, incluant les Néo-Zélandais, etc., et les Australiens. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis les Néo-Zélandais avant les Australiens, c'est absurde. Il y en a tellement peu. Voilà. Mais bon. Et puis d'un autre côté, vous aurez ceux qui sont entre 1,3 et 5. Et je veux dire, aux surprises, ça correspond, c'est absolument capital. En fait, la différence entre 1,3 et 2, c'est plus que les différences en pourcentage et en termes de destin des populations. L'une se reproduit, l'autre pas. C'est plus important que ce qui existait à l'époque paysanne. Donc en fait, au niveau démographique, ce qu'on observe, et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la démographie, et les démographes, c'est un phénomène, je dirais, de divergence. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette divergence ne renvoie pas du tout à des choses modernes, récentes, et en fait correspond assez mal à des niveaux de développement, mais ça renvoie, en fait, pour un anthropologue, je veux dire, à certains traits des systèmes familiaux du passé. C'est-à-dire que les pays, je dirais, où la fécondité est à un niveau raisonnable, c'est ceux où le statut de la femme était traditionnellement élevé. L'Europe du Nord-Ouest, le monde anglo-saxon. Et les pays, c'est simplement où la fécondité est à un niveau très bas, indépendamment du niveau de développement, et ça inclut le Japon et l'Allemagne, c'est les pays où le statut de la femme était traditionnellement plus bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une même modernité, vous avez une même montée des niveaux éducatifs. Et au Japon en particulier, les niveaux d'éducation des femmes sont très élevés. Alors c'est vrai que l'Allemagne est l'un des rares pays où le niveau éducatif des femmes, et le Japon, ce sont des pays où le niveau éducatif des femmes n'a pas dépassé celui des hommes, ce qui est l'une des caractéristiques du monde le plus développé, quand on voit les statistiques de baccalauréat ou d'atteinte de diplôme universitaire. Mais disons que il y a quand même eu un développement éducatif. Et vous allez trouver dans des pays comme le Japon ou l'Allemagne des femmes ayant un haut niveau de compétences et ayant accès à toutes sortes de responsabilités. Mais ce que vous ne trouverez pas, et ce qu'on va pouvoir trouver dans le monde anglo-saxon, en France ou en Scandinavie, c'est la possibilité pour les femmes d'avoir un métier et des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes peuvent avoir des carrières d'hommes au Japon et en Allemagne, mais ces carrières d'hommes impliquent de devenir un homme au sens plein, c'est-à-dire de ne pas tomber enceinte. Ce que nous déplorons en tant qu'hommes, en vérité. C'est de l'inégalité fondamentale. Donc vous avez quelque chose, je veux dire, qui est fort important et qui suggère que le modèle, je dirais, de convergence des sociétés est une pure fiction. Et que l'avenir, alors il y a des corrections, il y a des phénomènes migratoires, mais la vérité actuellement, c'est probablement que si on se concentre sur la partie, je dirais, la plus avancée du monde, les gens qui font la course en tête, c'est quand même, c'est pas, je veux dire, ça n'est pas par narcissisme occidental que je dis ça, c'est en tant qu'historien, c'est quand même, je veux dire, plus intéressant d'essayer de voir ce qui se passe dans les pays les plus avancés, et les pays les plus avancés sont en phénomène de divergence. Alors, au niveau technologique, le Japon produit 1/3 des brevets mondiaux, je crois, comme les États-Unis. Vous êtes à des niveaux de... Ça rendrait d'ailleurs le Japon plutôt plus performant que les États-Unis, puisqu'ils ont quand même presque 2 fois et demi moins d'habitants pour le même nombre de brevets. Et donc, vous voyez, mais en ce qui concerne les modes de vie, c'est pas ça. Alors, je voudrais conclure rapidement sur... je dirais sur 2 choses, sur une sorte d'évidence microscopique. Donc, évidence microscopique, c'est le travail que j'ai fait avec mon copain Lebras dans le Mystère français, comparaison cartographique des résultats de toutes sortes de choses dans l'Hexagone en France. Et l'une des choses, les choses stupéfiantes qu'on a observées, c'est qu'à l'intérieur même de l'Hexagone, il n'y a pas de convergence.
On a constaté que toutes les provinces qui étaient censées être catholiques il y a 30 ans et qui viennent de perdre la foi, qui ne croient plus en Dieu et qui sont devenues aussi mécréantes que les autres en termes de pratiques religieuses, gardent tout à fait certaines caractéristiques, ont un certain type de performance éducative, et le territoire national français, je dirais, n'est pas lui-même. Alors là, ce n'est pas la peine de parler de la mondialisation. Le territoire français n'est pas en cours d'homogénéisation. Il est plutôt en cours de divergence, avec des régions qui sont en grande difficulté, ou des régions, je veux dire, comme la Bretagne, je veux dire, qui s'en sortent beaucoup mieux, y compris, je veux dire, sur le plan éducatif. Je crois, en fait, et je vais conclure là-dessus, c'est que je vais me risquer à de la prospective. Je dirais que dans l'avenir, dans ce qu'on a devant nous, la divergence risque de se renforcer. Jusqu'à présent, j'ai surtout présenté la divergence comme l'effet de différences culturelles persistantes. Un statut de la femme qui reste plus bas, de façon souterraine. C'est simplement le reste de quelque chose, une différence qui existe. Alors, ce qui me conduit à penser que les différences sont en fait en cours de renforcement, c'est une illumination que j'ai eue en visitant, avec une journaliste japonaise, les régions dévastées du Tohoku, les régions dévastées par le tsunami. Le nord-est du Japon, qui est l'une de leurs régions traditionnelles au Japon, et qui avait subi une sorte de choc, qui n'était pas le choc de la globalisation, qui était le choc d'un tsunami, mais qui était une société qui était en situation de stress. Il était évident pour les gens du Tohoku et pour les Japonais en général que la situation de stress n'allait pas du tout conduire les gens du Tohoku à se brancher mondial et à innover dans le domaine culturel, mais qu'en situation de stress, bien entendu, au contraire, ils allaient essayer de trouver dans les ressources culturelles propres, dans ce qui leur est commun localement, dans leur tradition, les moyens de faire face à la crise. Et donc on a vu les entreprises se comporter tout à fait à la japonaise, en général, en particulier là-bas, des entreprises concurrentes ont commencé à se filer des produits pour se tirer d'affaires, et donc les mécanismes de solidarité collective habituels, très forts au Japon, se sont mis en place. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est-à-dire que les pays les plus avancés entrent dans des phases historiques extrêmement dures, concurrencés par l'extérieur à cause de l'émergence des autres pays, avec des phénomènes de difficultés éducatives, avec des phénomènes de niveau de vie qui commencent à travers toute l'Europe et qui commencent aussi un peu en France, avec un temps de retard, et que pour moi, il est évident qu'en situation de stress, les sociétés vont faire une réversion, c'est d'ailleurs ce qui s'était passé dans l'entre-deux-guerres, à l'histoire avec l'époque du nazisme, etc., que les situations en situation de stress vont plutôt être conduites à réaffirmer, je dirais, leurs valeurs les plus traditionnelles, plutôt qu'à s'ouvrir un peu plus. Et d'ailleurs, les Français ont tout à fait, c'est leur grandeur, les Français ont tout à fait un temps de retard dans ce domaine. Je veux dire, les Français sont les restes d'une époque bénie, je veux dire, où on croyait que la planète allait être merveilleuse et que l'État social était là pour toujours, malgré la financiarisation bancaire. Mais il y a un pays d'Europe qui a compris le premier, par une sorte d'accident historique, que le ressourcement national et dans ses valeurs nationales était la voie dans l'adaptation à la globalisation, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a fait un départ lancé parce que, je dirais, l'unification a posé la question de la nation et du rapport à la nation. Mais il est évident que les performances actuelles de l'Allemagne sur le marché international, qu'on essaye de nous vendre comme une adaptation modernisatrice à l'économie de l'offre, etc., ne viennent pas de là. Je vous recommande un bouquin tout à fait extraordinaire de Guillaume Duval qui s'appelle Made in Germany, qui est sorti au Seuil, petit bouquin qui vous dira comment s'est fait l'adaptation allemande à la modernisation. Mais c'est bien entendu toutes les ressources traditionnelles, je veux dire, de recours aux disciplines collectives, au sentiment national, à la préférence nationale, qui n'a pas à être inscrit dans les textes, je veux dire, qui a permis ces résultats actuellement merveilleux de l'économie allemande. Les résultats merveilleux de l'économie allemande sont liés à des phénomènes de réaffirmation de valeurs traditionnelles. Et donc je pense que ce qui devrait se généraliser, c'est ça.
c'est-à-dire une sorte de renationalisation et de réancrage dans des cultures nationales en période de stress, je veux dire, appuyé sur des permanences naturelles qui n'ont rien à voir. Donc l'homogénéisation du monde, je sais que beaucoup de gens s'inquiètent de la disparition des espèces naturelles, réintroduisent des loups dans les montagnes ou des ours, et s'inquiètent de la disparition des cultures européennes, mais vous avez ma parole que vous allez vivre avec des cultures épouvantablement vivantes, le gros de votre existence d'Européen. J'ai laissé pas beaucoup de temps pour les questions, je suis désolé. Merci Manuel Todd. Alors on va se laisser 10 minutes de questions. C'est un peu court, un peu frustrant. Mais j'avais dit avant de venir, comme je me sentais coupable de devoir reprendre un avion très vite tout à l'heure, parce que j'ai un problème de garde d'enfants demain. Je suis un démographe pratiquant, tardif. Et que comme je viens souvent travailler en Bretagne, si ça intéresse certains d'entre vous, pendant l'hiver, je viens faire un séminaire freestyle pour le plaisir, si certains d'entre vous, ça les amuse. Voilà. On fera un thé voilà. tranquillement dans l'hiver. Voilà. Hein. Donc j'ouvre les questions à la salle, ici, et puis on en prendra peut-être une ou deux sur Twitter. Alors moi, je saute sur le micro parce que j'ai une question depuis 2 ans à vous poser. C'est pas sur la convergence, mais sur la partie accident historique révolutionnaire. Si j'ai tout compris, il y a 3 clés. La clé de la baisse de la natalité qui permet peut-être de moins chasser le mammouth et de se consacrer à autre chose. La partie alphabétisation qui permet de mieux conceptualiser et d'échanger. Et la partie changement structurel de la famille qui permet de se libérer d'un certain nombre de contraintes. Et alors mon métier, c'est de travailler sur le numérique, et j'ai un étrange parallèle là-dessus, c'est que le numérique permet de libérer, elle aussi, un certain nombre de ressources qui deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus gratuites. Elle permet, jamais dans l'histoire, l'homme numérique n'a été aussi savant qu'aujourd'hui, puisqu'il a accès à tout le savoir du monde. Et puis, l'homme moderne, via le numérique, a un certain nombre de velléités à inventer peut-être une nouvelle forme de politique. Alors, on n'est pas encore arrivé là, mais il y a ça. Alors, est-ce que mon parallèle est juste un hasard et que comparaison n'est pas raison? Ou bien est-ce qu'il faut s'attendre, suite à la numérisation du monde, à quelque chose qui ressemblerait aux conséquences des 3 clés que vous avez données en démographie? Conséquences de choses nouvelles, certainement. Encore une fois, homogénéisation, pour moi, certainement pas. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai dans la tête une sorte de modèle, je dirais, c'est pas de vecteurs, parce que les systèmes familiaux sont dans l'espace, et les systèmes de valeurs culturelles sont dans l'espace, ils sont déjà eux-mêmes dans 2 dimensions, et puis l'axe de la modernité, vous aurez, sur l'axe de la modernité, je mettrai l'alphabétisation, la baisse de la fécondité, la numérisation, c'est ce qui existe, la technique en général, mais et pour moi, ce qui est difficile, ce qu'il faut, c'est conceptualiser une histoire qui tienne compte des 2 dimensions et qui ne s'imagine jamais. Bien sûr que la numérisation, c'est un monde extraordinaire que je bénis tous les matins quand je fais mes recherches bibliographiques, où je piapiate avec des chercheurs ici ou ailleurs, mais je ne crois pas une minute que ça produit une homogénéisation du monde. Ça peut d'ailleurs produire au contraire une conscience hystérisée des différences. Parce que le gros des relations humaines, malgré tout, se passe dans un environnement proche. C'est aussi qu'on peut avoir, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Est-ce que ça peut provoquer un événement révolutionnaire? Là, non, parce que l'un des... Il faut intégrer tous les... Je n'ai pas parlé du vieillissement des populations. Hein. Je veux dire, les révolutions, elles se produisent avec des populations jeunes qui viennent d'apprendre à lire et écrire, qui commencent à pratiquer le contrôle des naissances. Hommes et femmes sont déstabilisés sexuellement, les rapports entre générations sont déstabilisés parce qu'il y a des mecs qui savent lire et leurs parents ne savent pas lire, donc il y a un moment de déstabilisation, mais c'est des populations jeunes. L'une des bizarreries du monde actuellement, c'est que c'est cette espèce de coïncidence de les pôles de... j'ai parlé tout à l'heure des brevets américains ou japonais.
alors, les deux, ça fait 60% déjà pratiquement. Et c'est que les pays, contrairement à ce qu'on dit, c'est quand même, alors les 10% de brevets chinois, on ne sait pas trop ce qu'ils valent et on attend de voir un produit chinois original arriver sur le marché. Les Allemands doivent être à 8-9. Mais donc on a le dynamisme intellectuel, la révolution numérique. Alors je sais qu'on sous-traite à Bangalore, en Inde, mais les pôles de développement sont toujours les mêmes. En un certain sens, l'émergence est un mythe. C'est-à-dire jamais la concentration de la production de brevets n'a été aussi élevée dans le monde. C'est-à-dire que, et donc, quand même, ce qui se passe économiquement, c'est un rattrapage fondamentalement, avec des taux de croissance élevés, comme tous les rattrapages. Donc Piketty dit très bien dans son dernier bouquin, que je vous recommande aussi, j'adore recommander des livres maintenant, Le Capital au XXIe siècle, que je veux dire, des taux de croissance à 5, 6, 7%, 10%, 15%, très sympa, très possible pour des rattrapages, mais les pays, je dirais, de la ligne de front, ceux qui font le développement, ils sont à 1, 2, 3% maximum. Et là, la structure du monde n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les Américains, les Anglo-Saxons, les Japonais, les Européens. Bon, l'Europe est un peu raplapla de ce point de vue-là. C'est pas grave pour la France, on n'a jamais été au top du top, on survivra. Mais ces pays qui sont en pointe de la révolution technologique sont aussi, paradoxalement, des pays très âgés. Donc vous voyez, des pays, même les États-Unis, en fait. Donc en fait, l'une des bizarreries du monde, c'est qu'on pourrait décrire simultanément la triade, c'est-à-dire les Américains, l'Europe et les Japonais, comme toujours le cœur de la révolution mondiale, et les mecs qui contrôlent, quoi qu'on en dise, la globalisation, mais aussi, ça ne me gêne pas de le dire, à 3 ans de la retraite, un peu amorti en termes de structure d'âge, et avec le suffrage universel, et puis plein de vieux, comme moi, les révolutions, on n'en a jamais vu. Je veux dire, c'est pas... Moi, je serais ravi de faire la révolution, mais vous me voyez courir avec mon arthrose. Vous voyez ? Donc, en fait, non. On a à la fois... C'est l'un des mystères de l'époque. C'est permis par le très haut niveau culturel, quand même, des pays les plus avancés. Le développement éducatif a à peu près cessé, mais la proportion de gosses qui ont fait des études supérieures, qui sont compétents, etc., est très élevée, en fait. Ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire. Donc on a des populations très compétentes, surdéveloppées, pleines d'arthrose, pas les mêmes, hein. Mais alors ça donne aussi ces situations complètement loufoques, c'est pas révolutionnaire. On a des dysfonctions. Quand vous avez des espèces de vieillards ventripotents à la tête des banques qui ne comprennent pas ce que font les jeunes qui, eux, peuvent manier les ordinateurs. Et puis vous avez l'affaire Kerviel. Vous voyez, donc on a ce genre de dysfonction, mais ces dysfonctions, ce n'est pas la révolution. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Oui. Bonsoir. Ce serait pour savoir si, dans le monde des villes, où vous décrivez une structure familiale finalement réduite au couple, si vous observez des velléités de descendre en deçà du couple, c'est-à-dire l'individu seul, que Hannah Arendt, par exemple, a évoqué dans le monde de l'Allemagne des années 30, et ce que, si oui, dans ce cas, ce que ça donnerait en termes de ce qu'on pourrait appeler structure familiale. Est-ce que ça resterait... Je travaille là-dessus. En fait, je travaille là-dessus maintenant. Non, mais c'est la bonne question. Mais donc, par exemple, le modèle de Good que j'évoquais tout à l'heure, c'était la famille conjugale avec un réseau de parenté qui existe, mais qui est un peu... Je veux dire, pas trop important, mais c'est l'idée du couple. C'est typique de la fin des années du début des années 60. Et la question qui est posée maintenant, c'est effectivement... alors moi, honnêtement, l'individu seul, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose qui va avec des mécanismes collectifs très puissants, avec la Sécu, avec des machines bureaucratiques incroyables. C'est l'individu seul, c'est l'atome, mais lié à des phénomènes organisationnels très, très puissants autour. Mais ce que ça signifie, moi, ça me permettrait d'expliquer l'explosion de la politique. Si j'applique mon modèle, telle structure familiale, tel type de vie idéologique, donc j'aurais famille nucléaire, un certain type d'individualisme construit avec l'idée qu'il y a quand même autre chose que l'individu, mais l'idée d'une prédominance absolue de l'individu permettrait assez d'expliquer pourquoi on n'arrive plus à prendre aucune décision collective dans aucun des pays traditionnellement individualistes.
Pourquoi on ne peut pas prendre le contrôle des banques aux États-Unis, en France, en Angleterre, alors que tout le monde a compris qu'elle foutait un bordel considérable au stade actuel? Parce qu'il y a un niveau d'atomisation individualiste. Mais il y a d'autres phénomènes sur lesquels il faut travailler. La question du dépassement éducatif des hommes par les femmes, je ne voudrais pas avoir l'air obsédé d'un vieillard masculin de ma génération, mais c'est quand même un phénomène massif. Donc vous avez aux États-Unis des livres qui paraissent, livres d'une folle, là, mais intelligente, The End of Men, la fin des hommes, je veux dire, qui décrit l'écrasement éducatif des hommes par les femmes. Enfin, elle admet que dans les classes supérieures, il y a une sorte de pellicule d'hommes surdiplômés qui arrivent à se maintenir, mais des situations où les femmes font plus d'études que les hommes, au niveau études supérieures, c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc dans le bouquin qu'on a fait avec le bras, je me suis amusé à poser la question, j'y crois pas trop, moi, l'idée d'une dérive matriarcale de la société. Donc ça, c'est l'anthropologie de... Mais encore une fois, ça peut se produire dans certains pays, mais même ça ne sera pas une homogénéisation. Parce que ce que vous observez en Inde et en Chine, c'est plutôt une évolution inverse avec... je ne sais pas si vous avez vu cette histoire d'évolution des sexes ratios, c'est-à-dire les naissances, la proportion de garçons à la naissance, qui, dans une population normale, vous avez 103 naissances, 103, 104, 105 naissances de garçons par rapport à 100 filles. Bébé, hein, voilà. Puis alors vous voyez, en Inde du Nord, au Punjab, en Chine, vous avez des sex ratios qui se sont mis à grimper à 110, 115, 120. C'est des vieilles cultures patrilinéaires, ils font moins d'enfants, ils veulent des fils, et ils utilisent l'échographie pour faire de l'avortement sélectif. Et on voit à l'intérieur de l'Inde et de la Chine, on voit les vieilles régions du sud de l'Inde et de la côte chinoise, où le statut des femmes était plus élevé, où se répandent des sex ratios anormales. Donc en fait, en Inde et en Chine, on voit progresser le principe patrilinéaire. Donc vous avez des pays qui sont en possible, j'allais dire dérive, mais ça serait pas sympa pour les féministes, j'allais dire en dérive matriarcale. On voit le vieux type apeuré par la montée des femmes, ce qui serait quand même un peu injuste, mais c'est pas comme ça que je suis. Et puis vous avez d'autres pays, au contraire, le principe patrilinéaire opposé continue de progresser. Il faut travailler, c'est vraiment... Voilà. Mais encore une fois, je suis désolé de partir si vite et je serais ravi de venir au cœur de l'hiver, pendant les mois noirs de la Bretagne, faire pour le plaisir une séance avec même si une dizaine d'entre vous, je ferai volontiers. Je travaille à Douai-Lens, je me fais chier comme un rat mort, je serais trop content de venir. Il est 19h14. Est-ce qu'on laisse la place à une autre question ou non? On arrête là. Une question Twitter, rapide. Alors, parce qu'on a eu notamment beaucoup de questions via le fil Twitter et surtout de Clermont-Ferrand, dont Pierre, qui nous pose la question suivante. Comment les différentes structures familiales d'aujourd'hui, donc par exemple l'émergence de familles monoparentales ou recomposées, influencent-elles la société de demain? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on passe à un niveau où peut-être que le passage à un comportement familial désintégré au niveau de l'individu, où il n'y a plus le couple avec ses enfants, c'était une structure consciente. Il y avait l'idée de l'individu, une famille individualiste, mais il y avait l'idée de quelque chose autour de l'individu, pas juste l'individu avec la famille nucléaire. Si on passe la famille monoparentale ou l'individu isolé, parce que si vous avez famille monoparentale, 80% ça va être une mère avec ses enfants, mais ça veut dire qu'il y a des hommes qui se baladent, des atomes en liberté, etc. Je veux dire, mais regardez la politique française. Regardez ce qui ne se passe pas. Regardez ces fièvres électorales où on agite des projets, et puis ensuite il ne se passe rien, et personne ne réagit. On n'arrive pas à remettre au pas les banques. Vous voyez, on ne fait pas de réforme fiscale, et on braille, on apparaît à la télévision pour dire que tout va bien. Vous voyez, ça pourrait avoir un rapport, c'était vrai du temps de Sarkozy, je l'avais dit après la démocratie, ça s'appliquait à l'époque Sarkozy, mais je trouve qu'avec Hollande, c'est une version soft de la même chose, et je pense qu'on peut expliquer ça par cette structure familiale atomisée, mais c'est pas complètement méprisable. Ce qui est très difficile, c'est à la fois l'émergence de l'individu à ce niveau éducatif élevé, c'est juste pas vrai que c'était bien. Il y a des nostalgiques du passé, de la famille nucléaire. Le monde de mon enfance, c'était un monde, je ne parle pas pour ma famille, un monde
assez sec et dur, ou assez simpliste mentalement. Et le monde actuel est beaucoup plus intéressant. Ces individus, il y a des difficultés, il y a plus de familles monoparentales, mais les gens ont des existences affectives en fait plus riches. Je sais que c'est pas bien de dire ça, les gens pensent pas comme ça. Donc il faut admettre ça. Et puis il n'y a pas de retour au passé. Mais il faut admettre que ces individus plus libres, qui ont des rapports plus sympas avec leurs parents, des vies sexuelles beaucoup plus intéressantes à âge égal, qui visitent des musées, qui connaissent des pays qu'on ne connaît pas. La contrepartie, quand même, c'est sans doute la note à payer. C'est une incapacité d'action collective, de se réunir sur des thèmes simples et d'obtenir d'un parti de gauche, de mon point de vue, qui mette au pas le grand capital. Voilà. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Todd.